Quoi? C'est pas possible. Non! C'est quoi cette merde? Ah. Non! Mais non! Ah. C'est bon, stop. Moi aussi, j'en peux plus. On bouffe du super-héros partout. Le cinéma, bien évidemment, mais aussi les séries, les BD, les jeux vidéo, les jouets, les fournitures scolaires, les slips. Ouais, même les slips. On va pas se mentir, c'est un produit qui marche. Toujours plus nombreux, qui se réinventent à de rares occasions, mais reprenant le plus souvent les mêmes formules de façon quasi industrielle jusqu'à l'écœurement. Et le pire, c'est que même les plus mauvais surclassent en passant le box-office de films qui méritaient largement mieux. Mais ça reste que mon avis. À moi? Et du coup, pour ce deuxième épisode, on va en bouffer. Mais attention, pas n'importe lequel. On va parler des débuts, des premiers pas hésitants du genre super-héroïque, de ces films parfois méconnus qui, dans l'ombre, ont ouvert la voie. Et comme j'ai envie de me faire plaisir, on va parler de Darkman. Alors derrière ces airs d'action movie horrifique, c'est bien là avec le Batman de Tim Burton, l'un des premiers films de super-héros à succès qui vont relancer la machine après l'échec du dernier Superman en 1987. Et on apprécie d'autant plus la chose quand on sait que cette adaptation n'est en fait tirée d'aucun comics existant. Darkman, c'est l'histoire de Peyton Westlake, un scientifique de génie proche d'une découverte majeure, la création d'une peau humaine synthétique. Au quotidien, il vit avec la belle Julie, une avocate brillante, travaillant sur une affaire en lien avec un grand magnat de l'immobilier, Louis Strach. C'est à l'occasion de ce travail que Julie tombe par accident sur un document sensible, et au nom, il faut l'avouer, bien trop cool, le Mémorandum Bellassarius. Désireuse de faire toute la vérité sur cette affaire, elle décide alors d'en parler à Louis Strach, et découvre la complicité d'un certain Robert Durand, un criminel particulièrement dangereux. Ce dernier, apprenant que le mémorandum se trouve dans le labo du petit ami de Julie, décide alors de lui rendre une petite visite. Et Robert, il a des passe-temps plutôt tranchants. Torturé, mutilé, pour finir brûlé vif, Peyton erre maintenant entre ce qui lui reste de raison et sa folie, entre l'humain et le monstre, entre justice et vengeance. Alors oui, terminé comme ça ne sonne pas très super-héroïque, et c'est peut-être aussi tout ce qui fait la qualité de ce film de Sam Raimi, surtout connu à l'époque pour son cinéma d'horreur. On est à la fin des années 80, après s'être fait connaître avec Evil Dead, Mort sur le Grill, et enfin le cultissime Evil Dead 2, Raimi, grand fan de comics, est à la recherche d'un projet d'adaptation. D'abord intéressé par l'obtention des licences Batman ou The Shadow, super-héros pulp des années 30 largement, et c'est peu de le dire, méconnu sous nos latitudes, il échoue aux deux. Batman est confié, comme vous le savez, à Burton, tandis que The Shadow ne verra le jour que plusieurs années plus tard, sous l'escarcelle de Russell Mulcahy, avec quand même Alec Baldwin en tête d'affiche. Pas découragé, il garde en tête cette idée de justicier de l'ombre, un homme qui pourrait devenir n'importe qui, être tout le monde et personne. Ses inspirations piochent allègrement dans le cinéma de monstres d'Universal des années 30, avec pas mal de références pour le Dr Frankenstein, mais aussi du côté du Fantôme de l'Opéra et d'Elephant Man, pour finir par donner naissance à un projet d'une trentaine de pages sur les origines de son propre super-héros. Son pitch en tête, Raimi arrive à convaincre Universal de le financer pour son premier gros budget, 16 millions de dollars. C'est en partie avec l'aide de ses frères Ivan au scénario et Ted pour qui l'amour fraternel a sûrement une drôle de saveur,
puisque Sam va nous conter cet habile mélange dont il a le secret, entre la comédie, l'horreur et la tragédie. Fidèle à ses thèmes de prédilection, il plongera une fois de plus un héros ordinaire dans des situations extraordinaires, laissant son hideuse marionnette se débattre au bout des fils d'une histoire où l'humanité gagne un monstre quand ce dernier la perd. Oscillant entre folie et raison, Darkman est un voyage de l'âme, un homme sincère et vertueux devenu monstre, ne répondant plus qu'à des émotions extrêmes, à une cruauté insoupçonnée, jusqu'à en questionner ce qui lui reste d'humain, et après tout se demander si ce n'est pas justement ça être humain. S'ils ont fait de lui un monstre, alors il sera ce monstre qui les terrifie, qui se cache derrière chaque visage. Good shooting. Pour ceux qui le connaissent, Raimi affirme ici encore son style, une mise en scène virevoltante, une caméra qui narre l'action, qui fait l'action, sans jamais ne rester qu'une passive observatrice. Il n'oublie bien sûr pas d'inclure sa précieuse Oldsmobile Delta 88, qui fait une apparition dans quasiment tous ses films, et bonne chance pour la trouver dans Mort ou Vif, que je vous conseille très fortement. Un western à la sauce Raimi, un casting de rêve, c'est oufissime. Allez le voir, sans déconner. Il reprend aussi les codes visuels des comics books, marquant profondément de nombreux plans et scènes, comme une suite de cases qu'on lirait de bout en bout en tournant les pages de notre BD la plus sombre. Ici, pas de dialogue élancé. La psyché du héros s'évoque par une myriade de trouvailles visuelles, annonçant déjà les prémices d'un certain Spider-Man. Les transitions entre le monde réel et l'esprit de Peyton sont folles, voire cartoonesques, tout comme la violence exacerbée de nombreuses scènes qui n'est pas sans rappeler les Tex Avery ou le penchant appuyé de Raimi pour le slapstick comedy. Le comic slapstick, ou slapstick comedy, est un genre d'humour impliquant une violence physique exagérée, volontaire ou accidentelle, très utilisée dans le cinéma muet, et dont l'origine est à contrario très sonore, puisque le terme même slapstick ou bâton à claque vient de l'italien batacchio, un instrument en bois qui servait à ponctuer d'un son fort et comique les claques lancées aux acteurs dans la commedia dell'arte du XVIe siècle. Ses représentants les plus fameux sont sans doute Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, les Trois Stooges ou encore les Marx Brothers, mais le slapstick a su insuffler sa présence dans de nombreuses comédies modernes, de Buster Keaton à Louis de Funès, en passant par le Benny Hill Show, ou pour en revenir à nos héros, la série Batman des années 60, et les exemples ne manquent pas. Raimi aime martyriser ses héros. Et ses proches. Et s'il envisageait un temps de faire revenir son ami de toujours Bruce Campbell au premier plan de cette production super horrifique, c'est finalement à la demande des studios que Sam engagera Liam Neeson dans le rôle du Darkman. Si on ne le présente plus aujourd'hui, il n'est pas encore Oscar Schindler, Rob Roy, Qui-Gon Jinn ou encore Brian Mills. Et c'est pour lui, en plus d'offrir une véritable composition à Peyton, l'occasion de s'intéresser aux côtés les plus techniques de sa prestation. Jouer derrière un masque est quelque chose de tout nouveau pour lui. Le regard et le jeu de corps sont cruciaux, en plus de devoir retravailler sa voix, participer à l'élaboration de son costume, ou encore aller visiter un centre de convalescence pour grands brûlés. À ses côtés, on retrouve la célèbre Frances McDormand, quelques années avant son premier Oscar pour son rôle dans Fargo, qui campe Julie, la jeune avocate forte et indépendante, qui loin d'être juste une demoiselle en détresse, dépeint une jeune femme dont l'ambition ne sera surpassée que par l'affection et le soutien qu'elle porte avec force à Peyton. Leur histoire, non sans rappeler le Bossu de Notre-Dame, ou même La Belle et la Bête, ne serait malgré tout pas grand-chose sans ses antagonistes. Et c'est dans une superbe scène d'action rendant hommage au cinéma hongkongais des années 80, et plus particulièrement à John Woo, dont il produira le premier film américain, que Raimi introduit Robert Durand et ses complices. Profitant d'un physique assez hors norme, Larry Drake incarne ici le principal bad guy du film, dont la collectionnite vous fera froid dans le dos, et qui restera malheureusement un acteur trop peu employé dans l'industrie hollywoodienne. Dans sa campagne pour la libération des doigts, il est accompagné d'une clique qui rappelle allègrement les complices décérébrés du Joker, avec lequel le Darkman partage sûrement autant de points communs qu'il en a avec le Batman. Un peu en retrait devant Drake, qui lui vole incontestablement la vedette, il nous reste Colin Frills, alias Louis Strake, l'autre antagoniste, dont le personnage me fait beaucoup penser à Dick Jones dans le Robocop de Paul Verhoeven. Un promoteur immobilier, mégalo, qui ne recule devant rien pour accomplir ses projets, mais qui s'effaçait alors beaucoup moins devant le charisme de son homme de main, Clarence Bodicker, incarné par Kurtwood Smith, qui avait pourtant une sacrée gueule, et remplacé ici par Durand. Une distribution solide donc, qui si elle sied à la perfection à Darkman, aurait pu être bien différente. Comme nous l'avons vu plus tôt, Bruce Campbell, un temps envisagé par Raimi dans le rôle principal, fut finalement mis de côté pour être remplacé par des visages alors plus connus. Gary Oldman et Bill Paxton en tête, ou encore, pour le rôle de Julie, Demi Moore, Bridget Fonda, puis finalement Julia Roberts. Après avoir auditionné et presque obtenu le rôle, Paxton confie l'information à son ami et collègue de l'époque, Liam. Ce dernier tente quand même sa chance, se présente au casting
et finit par marquer des points auprès de Rémi qui est séduit par son charme désuet, ou classique si vous préférez, pile dans le ton qu'il espérait donner à ce personnage. Mésaventure qui éloignera les deux amis pendant un certain temps. Pour ce qui est du rôle de Julie, c'est à la dernière minute que Julia Roberts quitte le navire pour tourner un autre film, un certain Pretty Woman. La place restée vacante est alors confiée à France, le premier choix de Rémi, ici aussi évincé par les studios qui avaient fondé leur espoir sur Julia Roberts. Un premier choix pourtant loin d'être irréfléchi, quand on sait qu'elle avait déjà tourné sous sa direction dans Mort sur le Grill, ou venait quand même d'être nominée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ajoutant à cela que France est aussi mariée à Joel Cohen, un ami de Rémi et le co-auteur du scénario de Mort sur le Grill. Mais comment ne pas parler d'un des éléments principaux de ce récit ? Sa musique. À l'égard de sa réalisation, délibérément jubilatoire, il fallait à The Darkman une bande-son qui colle au ton sombre et dantesque de l'œuvre, d'où un compositeur lui aussi assez unique en son genre. Ce sera Danny Elfman, qui viendra sublimer l'ambiance du long-métrage, se mariant aux scènes déjà très stylisées de Rémi, qui en deviennent quasi viscérales. Un exutoire violent pour un héros qui ne fait pas dans la dentelle. I approached them, which is a little bit unusual in my profession, but I saw Evil Dead 2, and I called my agent and I said I must work with Sam Raimi. He got in touch with them and said, whatever your next movie is, Danny Elfman would love to score it. And they said, oh, by coincidence, we're doing a movie right now called Darkman. Went and visited Sam on the set and signed on. S'associant à merveille avec l'univers du réalisateur et ses sombres thématiques, cette collaboration marquera de manière aussi indélébile la carrière de Rémi que celle de Burton qu'on associe traditionnellement au compositeur, puisqu'il officiera sur près d'un tiers de sa filmographie. Ténébreux et violent, cet essai super-héroïque, prototype de plus grands succès à venir, aura réussi à ouvrir à son réalisateur la porte des films à gros budget. La musique de Danny venant ici mythifier un film qui est quand même considéré par beaucoup comme l'une des toutes meilleures adaptations de comics book, traçant le chemin de Rémi pour les années à venir et son futur Spider-Man, pour lequel il retrouvera le talentueux compositeur. Au rayon des anecdotes, on appréciera un prix gagnant décerné aux meilleurs réalisateurs et aux meilleurs effets spéciaux. On va en reparler. Au Festival international de films de Catalogne. De suites qui sont sorties directement en vidéo, pas clairement indispensables, même si gamin j'en ai raffolé. Enfin, il y a quand même Arnold Vosloo qui prend place sous les bandelettes du Darkman, ce qui ne sera pas sans vous rappeler l'un des meilleurs films d'aventure de la fin des années 90. The Mummy. Sans oublier de parler des quelques caméos particulièrement savoureux, comme celui de Bruce Campbell, qui incarne le temps d'une fin, le Darkman, comme voulu à l'origine par Rémi, et plus extraordinaire encore, le réalisateur John Landis, accompagné de Jennifer Agutter, l'infirmière du Loup-garou de Londres, de ce même réalisateur qui, par son rôle, pourrait alimenter la folle théorie qui veut qu'une connexion pourrait exister entre les deux univers. Et en parlant d'univers, celui du Darkman sera finalement adapté en comics, croisant même la route de mon anti-héros préféré, Ash Williams, qui a donné une suite particulièrement délicieuse à son aventure sur grand écran avec la série Ash vs Evil Dead, malheureusement terminée après 3 saisons. Yo, Granny. Let's go. Pour conclure, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir cette œuvre. Si les effets spéciaux pourraient vous paraître un peu datés, ils représentent un large éventail des techniques utilisées à l'époque par le monde du cinéma. Fond bleu, animation en volume, surimpression, matte painting et même quelques rares images numériques. Un vrai bout d'histoire. C'est aussi l'occasion d'explorer la filmographie du talentueux et génie qui s'ignore Sam Raimi, que vous retrouverez d'ailleurs à la réalisation du prochain Doctor Strange. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un 3e épisode, dans un laps de temps que j'espère beaucoup moins long, même si tout dépend de moi, je ne vous promets rien. Allez, à la prochaine.